500 millions d'êtres humains souffrent encore aujourd'hui de la faim. 500 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, sur lesquels pèsent de tout leur poids dramatique les fléaux naturels. 100 millions d'entre eux vivent en Inde, si tant est qu'ils vivent. La volonté de porter l'attention sur la misère du monde n'aura pas été étrangère à la décision de Paul VI, un an après son voyage en Terre Sainte, de se rendre dans ce vaste pays où les chrétiens ne sont qu'une petite minorité de 6 millions. Nous venons en pèlerin, a-t-il dit en arrivant à Bombay, où il venait assister au 38e congrès eucharistique international. Pour ce pèlerin exceptionnel, 2 millions d'Indiens se pressèrent sur le chemin qui conduisait de l'aéroport au cœur de la cité. Le soir même de son arrivée à 6500 km de Rome, dans la cathédrale de Bombay, le souverain pontife venait célébrer une messe qui lui fut l'occasion de remercier 3000 religieuses pour leur dévouement aux enfants, aux vieillards et aux infirmes. Paul VI devait rencontrer le Premier ministre de l'Inde, M. Shastri, en présence de la fille du pandit Nehru. Mais il devait aussi traverser le quartier populaire de Parel, se mêler aux milliers d'Indiens de la rue, au milieu des bousculades qui parfois l'emportaient. Lui-même a déclaré « Je veux être pasteur et témoin ». Et sans doute Paul VI le fut-il avec intensité à Bombay, où il venait retrouver dans l'enceinte du congrès eucharistique 300 000 chrétiens réunis sous les flèches d'un autel en plein air. De cet autel, où il consacra 6 nouveaux évêques de 5 continents, le pape donna sa bénédiction aux infirmes et aux malades. Mais c'est à toutes les misères qu'il pensait. Ne devait-il pas, avant de quitter Bombay, lancer un appel à tous les gouvernements pour la création d'un fonds mondial destiné à soulager les souffrances des peuples? L'intervention des parachutistes belges à Stanleyville pour délivrer les otages prisonniers des rebelles congolais a suscité une vive réaction à Pékin, où, en présence de Mao Tse-tung et des principaux dirigeants chinois, 700 000 personnes ont manifesté sur la place Tiananmen. Pendant 3 heures, la foule, parmi laquelle on remarquait de nombreux Africains, a scandé des slogans anti-américains et anti-belges. Les plus ardents manifestants furent les membres de la milice ouvrière. Jamais encore la République populaire chinoise n'avait proclamé aussi énergiquement sa volonté de soutenir les mouvements révolutionnaires du tiers-monde. Avec les sapins familiaux, Noël va renouer avec une tradition qui nous vient d'Alsace, où jadis les boules représentaient les planètes, les bougies le feu du ciel. Elles signifiaient que l'année serait heureuse. Bonheur, espoir, tels sont les symboles de la rose qui, dit-on, fleurit en décembre dans le sanctuaire de Sainte-Odile. Tels sont les symboles du chêne abattu dans le Berry à minuit. L'énorme bûche qu'on appelle la cause de Nao devra brûler 3 jours durant. Les cendres répandues sous les meubles produiront un effet bénéfique toute l'année. En Limousin, la nuit de Noël, on donne double ration aux animaux. Et cette nuit-là, paraît-il, on peut surprendre le bœuf et l'âne, évoquer entre eux le souvenir de la nuit de Bethléem. Aux abords des castels de Gascogne, le 24 décembre, les esprits du mal disparaissent. C'est le moment de forcer la fortune en partant à la recherche des trésors enfouis, tandis que, miracle, le coq chante au clair de lune. Les vieux grimoires parlent de cassettes pleines d'or et l'on creuse jusqu'à l'aube. Disons tout de suite qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de se donner tant de mal, puisque la Loterie nationale participe à la grande ronde du bonheur qui tourne depuis des siècles et dans chaque province autour de la fête de la Nativité. Ils étaient 3000 candidats, ils sont 24 lauréats dont les mérites ont paru exceptionnels au jury de la Fondation de la Vocation. Nantis d'une bourse de 10 000 francs,
ils vont pouvoir se consacrer à la tâche qu'ils se sont choisie. Ainsi, Louis Combre, 27 ans, marié, 3 enfants, qui a payé de 30 mois de sanatorium sa passion irrésistible pour la peinture et la poterie. Dans une bergerie désaffectée du Roussillon, il a enfin trouvé le climat de sérénité propice à la création. Il a construit de ses mains le four à bois et le tour qui lui permettront de retrouver les techniques originelles de son art. Il s'est acharné, il a cru en son étoile, le coup de pouce du destin arrive à point nommé. C'est l'originalité de son talent qui a valu à Brigitte Flandrin une autre bourse de la vocation. Ses maîtres l'encourageaient à persévérer, mais il lui fallait faire un autre métier pour gagner sa vie. Désormais, elle va pouvoir se consacrer entièrement à son œuvre, une œuvre dont Zadkine affirme déjà qu'elle est pleine de promesses. Des chances nouvelles s'ouvrent aussi aux étudiants parisiens. Au pont de Neuilly, ils s'embarquent vers l'annexe que la faculté des lettres vient d'ouvrir à Nanterre pour décongestionner la Sorbonne surchargée. Désormais, les étudiants de propédeutique, cette charnière entre le secondaire et le supérieur, sont répartis entre l'ancienne halle au cuir et le centre de Nanterre. À Nanterre, on a vu grand. Plus de coude à coude inconfortables, fini les longues heures assis sur les marches. Aucune saturation à redouter puisque ceux qui ne pourront trouver place ici auront encore la ressource, grâce à un circuit intérieur de télévision, de suivre le cours dans des salles voisines. Certes, cette installation hors du cadre traditionnel du quartier latin a quelque peu désorienté les nouveaux venus, mais déjà Nanterre commence à se personnaliser. Les conditions de travail y sont bonnes et le restaurant évite le voyage de midi à ces jeunes gens qui viennent tous de Paris et de la banlieue ouest. Commencés il y a 18 mois, les travaux se poursuivent activement, car la faculté de Nanterre assurera bientôt les 4 premières années d'études jusqu'au diplôme d'études supérieures. Personne ne semble le regretter. C'est une maison sans histoire et sans passé, mais ce qui les intéresse, eux, c'est l'avenir. Avec la complicité de Carven, la belle s'est parée des dépouilles de la bête. Et si à l'heure du footing, le cœur balance entre l'Oslo et le phoque, ni le confort ni le style ne sont en cause. La loutre assez fidèle, mais le Breitschwanz, récemment réhabilité, connaît cette année encore une faveur exceptionnelle, sans pour autant détrôner le vison, dont la palette s'est enrichie d'une série de coloris inédits et raffinés. Des fourrures qui ont la souplesse du lainage, la finesse des plus belles soieries, dans le décor austère et décharné des jardins de Paris. À l'heure du cocktail, et avant de passer par le vestiaire, c'est le succès garanti pour cette pelisse de lamé doublée de vison d'arc. C'est le murmure flatteur dans le sillage de la dame en noir, Breitschwanz dessus, vison à l'intérieur, sur une robe de dentelle. Au soir frileux des grandes premières, quand le spectacle est autant dans les loges que sur la scène, le vison se fait boléro ou cap-collet. Le Breitschwanz se fait manteau jusqu'à terre, dans une ligne qui s'harmoniserait parfaitement avec la cour des rois de Castille ou le palais des Doges. Suprême consécration de la fourrure, artifice de prédilection de l'éternel féminin.